ce n'était pas seulement des migrants subsahariens qui étaient présents lors de cette tentative de traversée. Il y avait également des Marocains et d'après lui, ce nombre de décès important a été causé, orchestré, organisé et causé par les policiers marocains. Est-ce que les informations que vous avez en votre possession vont dans le même sens? A été joué par Sisi par rapport à l'Arabie Saoudite, qui est de lâcher quelques migrants. Elle a été jouée par le président Erdogan par rapport à l'Union européenne, mais elle est jouée depuis pas mal d'années quand même par les Marocains. Il faut revenir à l'époque de Trump, au moment où il partait. Donc Trump a fait un tweet où il reconnaissait le Sahara occidental comme Sahara marocain. C'est-à-dire, là, je remonte à la gravité des choses, parce qu'il y a 15 jours, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. J'ai même envoyé ça à Afrique Média, et je savais où est-ce que ça allait en venir. Donc je remonte à l'époque de Trump où il partait, il normalise avec il envoie un tweet pour dire voilà, je reconnais le Sahara occidental, mais en contrepartie, il fallait que le gouvernement, le régime marocain reconnaisse Israël et normalise avec Israël. Ça, c'est au moment où Trump partait. Donc l'Allemagne, l'incident diplomatique commence avec les Allemands qui, eux, donnaient au Maroc 1 milliard de dollars tous les ans par rapport aux migrants. Donc les Allemands demandent une réunion d'urgence au niveau de l'ONU pour dire que le Sahara occidental, c'est un problème qui est à l'ONU, le dossier est à l'ONU, il y a une autodétermination. Il y a un référendum qui doit se faire depuis 1975 et il ne s'est pas fait. Donc les Marocains n'acceptent pas ce que les Allemands ont fait et il y a un incident diplomatique où l'ambassadeur allemand est rappelé dans son pays et il y a une coupure. Peu de temps après, ce sont les Espagnols qui, eux, gèrent le dossier du Sahara occidental parce que c'est eux qui étaient le dernier colon. Donc, il y a un autre incident diplomatique qui éclate et l'Union européenne, là, décide de sanctionner le Maroc. Et à ce moment-là, il y a le président du Sahara occidental, Brahim Ghali, qui tombe malade. Donc, tous les Sahraouis qui sont nés avant 1975 ont la nationalité espagnole. Et là, c'est carrément l'Espagne qui prend Brahim Ghali, qui le soigne en Espagne. Et ça éclate entre le Maroc et l'Espagne. Et l'Union européenne, à ce moment-là, elle coupe les subventions aussi. Et ce sont des subventions concernant les migrants. Et à ce moment-là, si vous revenez aux images des migrants de l'année dernière, le Maroc ouvre les grilles, il appelle, à cette époque-là, il y avait 200 ou 300 Africains de l'Afrique subsaharienne. Le reste, c'était que des Marocains. Donc, ils ouvrent les grilles et ils jouent la carte des migrants et ils laissent passer à Ceuta et Melilla plus de 12 000 migrants, mais qui étaient en vérité, encore une fois, j'insiste dessus, majoritairement marocains. Il y avait peut-être que 200 ou 300 migrants de l'Afrique subsaharienne. Le plus jeune migrant, c'était un bébé de 15 jours et la photo a fait le tour du monde. Sa maman l'a jeté à la mer pour qu'il soit récupéré par les Espagnols. Donc ça va très loin avec l'Union européenne. Et là, c'est l'Union européenne qui intervient et il demande aux Marocains de reprendre les migrants. Donc, il y a une force qui est jouée. Ils reprennent tout à part 2000 mineurs. Parce que la loi des mineurs, elle est régie différemment. Les migrants mineurs, le pays où est-ce qu'ils ont atterri doit les garder. Mais avec toute une pression européenne, le roi accepte de signer les papiers, de récupérer ces migrants et on coupe toutes les subventions. Actuellement, pourquoi je raconte ça, c'est pour qu'on comprenne comment ils agissent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça ne va pas avec l'Union européenne, ils ouvrent les grilles, ils jouent cette carte-là. Et je vous dis, le plus grave l'année dernière, c'était plus de 12 000 migrants qui ont passé la frontière. Donc, il y a ce véritable coup de force entre le régime marocain
et le régime et l'Union européenne et les Marocains, parce qu'on les suit quand même, on voit ce qu'ils disent, je suis les télévisions marocaines, c'est-à-dire que nous avons normalisé avec Israël. Israël n'est jamais sanctionné. Israël, c'est notre protecteur et ils ont été très loin avec la normalisation, c'est qu'il y a des accords militaires. Donc, ils comptent sur Israël pour les défendre. Comme cette carte-là n'a pas joué, l'année dernière, au mois d'octobre, il y a eu des attaques de drones vers les 3 frontières, le territoire qui est libre du Sahara occidental, Mauritanie, Algérie. Il y a 3 civils algériens qui sont tués, il y a 6 civils mauritaniens qui sont tués aussi, mais les attaques de drones continuent. On a comptabilisé 3 attaques et personne ne fait rien contre le Maroc. Personne ne dit rien. Ça, c'est normal. Il faut revenir à leur histoire et qui gère le Maroc. Et c'est ce que je dénonce souvent. C'est la France qui est derrière le Maroc. C'est un territoire qui est en interdépendance. Donc, tout ce qui est extérieur au territoire marocain, c'est la France qui le gère. Mais actuellement, ils croulent sous les dettes. Rien qu'hier, les Marocains dénoncent encore un prêt de 360 millions de dollars. Ils arrivent à 1,6 milliard 6 millions, je crois, de dollars de dettes en tout. Donc, les subventions africaines n'arrivent pas. Et ils ont cette pression non seulement maintenant de l'Union européenne, mais il y a aussi l'OTAN qui va s'installer à Ceuta-et-Melilla à la demande des Espagnols, et tout ça doit se faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une réunion de l'OTAN pour installer Ceuta-et-Melilla. Les Marocains ne sont pas d'accord, ils jouent encore cette carte où c'est eux-mêmes. Il faut savoir par où arrivent les migrants. Les migrants, ils arrivent par le territoire de la Mauritanie, ils remontent le territoire occupé du Sahara occidental et ils arrivent dans le nord. Mais tout ça, ce sont les autorités marocaines qui le font. Personne d'autre ne le fait. Par l'Algérie, les frontières sont doublement verrouillées. C'est pas possible qu'ils passent. Par la mer, ce n'est pas possible qu'ils passent. Il y a la marine algérienne, la marine espagnole. Il leur reste, soit ils remontent par la côte sénégalaise et ils remontent vers le nord, soit par le territoire occupé, la Mauritanie, territoire du Sahara occupé, et ils remontent. Et ça, c'est organisé par les autorités marocaines. Donc, ces migrants-là, ceux qui étaient là l'année dernière et ceux qui sont là aujourd'hui, la semaine, il y a une dizaine de jours, c'est des gens qui payent. Donc, il y a une dizaine de jours, il y avait déjà 700 migrants, mais qui avaient payé leur passage. Et les autorités marocaines leur disent, on n'ouvre plus, ça y est, vous dégagez. Ils ne veulent pas dégager, ils demandent à être remboursés. Donc, ça chauffe entre la gendarmerie marocaine et les migrants qui avaient déjà sur place, on a comptabilisé entre 700 et 800, et les migrants étaient bien sûr plus forts et plus nombreux. Ils ont quand même tapé quelques gendarmes, mais sans leur faire du mal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des blessés, il n'y a pas eu des fractures, il n'y a pas eu... C'était pour se défendre et pour réclamer leur argent. Là, ils ont été des témoignages que j'ai eus je parle l'arabe et ce sont principalement des Soudanais qui ont témoigné. On leur a fait ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils donnent un numéro de téléphone à un policier ou un gendarme qui est dans le coup, on leur dit quand on vous appelle, eh ben vous venez rapidement parce que vous avez moins de 24 heures pour arriver, on ouvre les grilles. Et on les a piégés comme ça. Arrivés sur place, on leur dit on ne peut pas ouvrir, ce que M. Batengene racontait, on leur dit on ne peut pas ouvrir, donc vous n'avez qu'à escalader. Mais ça, c'était prévu avant, c'est vrai, et c'est pour ça qu'ils ont fabriqué des machins là pour monter. Donc, c'était juste pour les piéger et c'est pour s'en débarrasser, pour donner une image à tous les migrants. Maintenant, on ne peut plus vous laisser passer par ici. L'Union européenne n'est plus d'accord, l'OTAN va s'installer à Ceuta-et-Melilla et il faut dégager de notre pays. Il y a quelques migrants aussi qui
qui ont demandé l'asile au Maroc. Quand on demande de l'asile, il y a Genève qui donne de l'argent. Il y a le Haut Commissariat des réfugiés, il donne de l'argent au pays à qui il a accordé un asile politique à quelqu'un en attendant que le dossier ne soit étudié par Genève. Et tout ça, ils ne le disent pas. Donc cette carte-là a toujours été tuée. Cette fois-ci, ça a été très très loin avec le Maroc, où c'est carrément l'OTAN qui est en train de s'installer. Je l'avais dit plusieurs fois sur Afrique Média, ils vont nous ramener l'OTAN à la porte de l'Afrique, on ne l'a jamais eu. Il y a aussi les îles Canaries où l'OTAN doit s'installer pour lutter contre les migrants et soi-disant le terrorisme. Donc les Marocains ne savent plus comment se débarrasser de ces migrants qui, une partie d'eux a déjà payé le droit de passage vers l'Europe. Et ils ont fait ce qu'ils font d'habitude. C'est ce qu'ils font à leur propre peuple. Tout à l'heure, je parlais d'une chaîne télé sur YouTube qui s'appelle Qara TV, la bouteille TV. La bouteille, vous m'excuserez, mais je dois quand même le dire, on apprend quand on est dans une école de police ou une gendarmerie, une école de gendarmerie, on apprend à ces futurs policiers ou futurs gendarmes de comment on peut violer quelqu'un qui est en garde à vue avec une bouteille. Voilà, et tous les Marocains le savent. S'il y a des Marocains qui nous écoutent, ils savent de quoi je parle. Vous allez sur Internet et vous tapez le système bouteille au Maroc et vous avez tout ça. C'est ça le régime marocain. Il y a même, je vais aller plus loin, les Sahraouis ont découvert il y a quelque temps un charnier de 70 militaires marocains qui, dans les combats avec les Sahraouis, ont été tués. Et le Maroc, pour ne pas payer de pension à leur famille, ils les ont enterrés dans un charnier. Et c'est ce que moi aussi je rejoins M. Batenguene. Il faut qu'on arrive à identifier ces gens-là. Ce ne sont pas des Marocains, ce sont des migrants. Et le Maroc touche assez d'argent pour ça. Il faut qu'on remonte ces filières. Vous pouvez me croire que je vais très très mal depuis ça et je m'attendais à ce qu'il y ait une catastrophe. Et si on n'arrête pas ce régime, concernant les Marocains, ils se débrouillent, ils ont qu'à se révolter. Mais nous, on n'a pas à payer tout ça. Il y a des agressions envers des Mauritaniens, envers les Sahraouis, envers l'Algérie, rien qu'hier, il y a eu des bombardements, ils ont envoyé des missiles à la frontière de Tindouf. Il faut qu'ils arrêtent. Réellement, c'est la planche pourrie de l'Afrique. Je l'ai dit il y a moins d'un mois parce que je les vois venir, ils sont à l'agonie, ils ont normalisé avec Israël et Israël s'est installé dans le sud et elle s'est appropriée des terres à des Marocains qui sont en train de se révolter. Il y a des manifs tous les jours. Le régime marocain ne sait même pas où se trouve son roi. On ne sait pas qui gère ce pays. Mais s'il commence à s'attaquer à nos jeunes, non, ça, non. Non, non, non. Je suis malade de tout ça, croyez-moi, croyez-moi. Eh bien, Linda, pour revenir un peu sur une partie de votre intervention, à vous entendre, est-ce à dire que le gouvernement marocain se servirait des migrants subsahariens pour pouvoir faire passer illégalement des jeunes Marocains, peut-être en manque de travail, de l'autre côté de l'Espagne? Bien sûr. Allez sur YouTube, vous mettez, je ne sais pas, comme mot-clé, migrants marocains, subsahariens de 2021, je vous dis 12 000 migrants, ils ont ouvert les grilles. Ils ont ouvert. Et ils ont fait pression sur les Allemands qui ne donnent plus le 1 million de dollars et sur l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils veulent cet argent. Ça va très loin avec le Maroc. Ça va très très loin. Ils jouent cette carte pour le Sahara occidental. Vous ne voulez pas reconnaître que le Sahara est marocain. On ne veut pas d'autodétermination. Ils jouent cette carte. Et je vous dis, il y a même des migrants qui ont payé leur droit de passage et après on les a tabassés. Il y a même des migrants qui ont disparu. Ça ne date pas d'hier ou d'avant-hier.
je sais de quoi je parle. Je suis en contact avec des opposants marocains. J'étais la première à avoir des images que j'ai envoyées à Afrique Média. Et je vous la vidéo dont M. Batenguene a parlé, c'est cette personne qui vit en Italie qui l'a balancée. Mais les Marocains ne peuvent pas parler. Les Marocains, vous prenez, si vous allez sur la chaîne de Michel Collomb, et il y a une femme qui est rentrée du Maroc et qui a passé toute sa vie là-bas, elle parle de ce qui se passe actuellement, et des journalistes qui sont emprisonnés, et de tout ce qu'il faisait. Zafi, par exemple, c'est un monsieur du RIF, il a pris 20 ans, tout ça parce qu'il a pris une pancarte et il a appelé les autorités à faire une école et un hôpital. Il s'est pris 20 ans de prison. Donc au Maroc, vous ne pouvez pas bouger si vous n'êtes pas lié au Marzen. Le Marzen, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'État et le service qui gouverne. Vous ne pouvez pas bouger. Impossible qu'un policier laisse passer un migrant sans qu'il fasse partie de cette filière. C'est très grave, il faut s'intéresser davantage. Je vais maintenant aller plus loin. Quand il y a eu le traité de la 500 clous, on a fait d'un sultan, on a fait de lui un roi. Pourquoi? Il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est qu'il fasse ce que la France lui demande de faire, c'est continuer à pourrir l'Afrique. Ça, c'était en 1956. On arrive à 57, c'était le traité d'Aix-les-Bains. Là, on tombe dans l'interdépendance. Tout ce qui est politique extérieure du Maroc, et dès que c'est lié à l'extérieur, c'est la France qui gère. Donc, c'est un pays qui est spolié, où le peuple est spolié. Le peuple, le 27 juillet, il y a une grande manif. De tous les pays du monde où il y a des Marocains, ils vont sortir manifester contre ce régime totalitaire, ce régime qui, quand vous avez un enfant qui se retrouve au commissariat, 99%, il ne revient pas à la maison, on ne sait pas où il va, il y a des prisons secrètes, et les Marocains souffrent réellement, ils souffrent de ce régime qui exerce mais toutes sortes qu'est-ce que je peux vous dire? Aussi, ce qu'on peut savoir et ce qu'on doit savoir sur le Maroc, c'est un pays où le viol n'est pas condamné, le viol n'est pas un délit, la pédophilie n'est pas un délit, et puis l'esclavage n'est pas un délit. Allez sur Google, remontez l'histoire du Maroc, ce qu'on appelle Abid el-Bukhari. Ça veut dire, vous cherchez soit Abid el-Bukhari ou les esclaves de Bukhari. La famille royale, c'est une famille d'esclavagistes qui était vers la Côte d'Ivoire, Sénégal, tout ça, et à la chute de l'empire de Saadiyine, ils se sont inventés une histoire qui venait de l'Arabie Saoudite et qui font partie de la famille du prophète. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ça, tout ce que je dis est vérifiable. Ils ont monté tout ça pour essayer d'amadouer la population locale. Et ça, c'était en 1666. Quand ils ont remonté l'Afrique vers l'Afrique du Nord, ils ont ramené des esclaves avec eux. Tous ceux que vous voyez habillés en blanc, le visage caché, ce sont des véritables esclaves qui viennent du Sahel. Au départ, il y avait 2000 familles qui sont répertoriées. L'Espagne a tous les documents. Les familles sont identifiées et qu'on obligeait même à se reproduire par l'inceste. Et c'est ça qu'on appelle Marzen. Le Marzen, c'est le dépôt. Et tout est parti de ce dépôt où on obligeait ces familles-là et personne ne dit rien. L'Abid el-Bukhari, les esclaves de Bukhari, leurs descendants sont encore là autour du roi. Et c'est eux qu'on voit autour à l'époque Hassan II et maintenant, nous on l'appelle Mimi VI, Mohamed VI, avec habillé tout en blanc, tout ça, à dire vive le roi, vive le roi. Ce sont des véritables esclaves. Les premiers esclaves qui sont partis de l'Afrique, ils sont partis, c'était ceux qui vivaient en Andalousie
et ils sont rentrés en fuyant les Espagnols. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette famille, à l'époque, c'était Saadiyin qui ont commencé ce truc-là. Ils les ont mis dans un bateau et ils les ont envoyés en Amérique. Le premier cargo d'esclaves est parti des terres marocaines, il faut le savoir. Ceuta et Melilla, ce ne sont pas de territoires occupés, c'est faux. Melilla, c'était les Saadiyines à l'époque qui ont appelé les Espagnols à faire un fort et les aider à casser les musulmans à l'époque et tous ceux qui sont rentrés de l'Andalousie, et puis de se servir de ces ports-là, de ce port-là pour avoir des esclaves. Et ça, c'est Melilla. Ceuta, c'est un fort portugais. Les premiers qui ont pris des esclaves de l'Afrique envers l'Amérique, ce sont ces Marocains. Donc la chute des Saadiyin, il y a les soi-disant Alaouiyines qui les ont remplacés. Donc si vous ne connaissez pas tout ça, eh ben, vous n'allez pas comprendre ce que c'est ce roi-là raciste. Lui-même était un esclavagiste, sa famille est esclavagiste. Et revenez, arrêtez la propagande. Les Marocains, le régime marocain dépense tous les ans, entre 150 millions et 250 millions de dollars pour blanchir son image, faire du lobbying et raconter des histoires comme quoi ils font partie de la famille du prophète dans le monde entier. Mais je défie tout Marocain là qui me disent par quel lien il fait partie, puisqu'il y a beaucoup de musulmans qui les ont contrés et par la filiation, eh ben, le nom qu'ils nous donnent par rapport au prophète n'existe pas. Dans l'histoire, il n'existe pas. C'est ça le régime marocain. Et c'est ça que je dénonçais. Et c'est ça, l'Algérie, en 1963, ils rentrent, c'est la guerre des sables. Ils veulent récupérer un territoire. Pourquoi? C'était pas pour eux. Le territoire qu'ils voulaient occuper, justement, Tindouf, le Colombe, Béchar, parce qu'il y a deux choses importantes pour la France. Il y a la station spatiale Hamadir. C'est là où la France a développé, et Israël. La France et Israël ont développé les missiles balistiques. On ne peut pas faire une station spatiale n'importe où. Et il se trouve que Hamadir, c'est le seul endroit en Afrique où on peut faire ça. Et un peu plus bas, il y a Rajbilat, la plus grande mine de fer, justement, où l'Algérie actuellement est en train de l'exploiter. On a commencé à fabriquer les habitations, tout ça, pour que ça soit exploité entre l'Algérie et la Chine. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre des sables. Le Sahara occidental, c'est le phosphate et les mines d'or. La plus grande mine d'or qu'il y a en Afrique, elle n'est pas dans le Nord Mali, elle est au Sahara occidental. Et quand il y a eu le traité de Madrid en 75 entre l'Espagne, la France, la Mauritanie, parce que la Mauritanie était dans le coup, et le Maroc, c'était pour continuer à exploiter. Et on s'est servi du gaz moutarde pour gazer les Sahraouis, et ils sont rentrés à Tindouf en demandant asile en Algérie. Ils y sont encore, il y a près d'1 million de Sahraouis qui sont là. C'est ça le régime marocain. Utiliser l'arme chimique, ils l'ont utilisée la première fois en 1912 contre les Marocains du Rif. Donc, ce n'est pas nouveau ce qu'ils font. Il faut s'intéresser à cette famille d'esclavagistes qui continue. Et il y a des Marocains qui sont aux États-Unis qui dénoncent cet esclavage qui est encore en vigueur chez eux. Et ces familles qui sont encore esclaves chez eux. Et c'est des familles qui viennent principalement du Soudan, du Mali, du Sénégal. Et c'est ce qu'ils appellent, quand vous allez faire des recherches sur Internet, vous avez des véritables documents qui parlent du Grand Maroc. Ils veulent récupérer. Quand je parle de Lied Agrali et son cousin qui lui gère la sécurité là, au Maroc, c'est la même tribu et c'est la même famille. Avec Abou Hafs al-Mauritani, le moufti de Al-Qaïda, c'est la même famille. Ils veulent le Grand Maghreb. Et il y a M. Poutine qui est là et qui a dit c'est terminé tout ça, on va arrêter de jouer. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.